Dazai était un idiot qui s'est retrouvé accidentellement isekaié avec sa femme. Bien qu'il se soit réincarné dans un autre monde, il essaie de se donner la mort pour la rejoindre dans la mort. Cependant, ses choix de vie sont contrecarrés lorsque 3 méchantes bizarres deviennent obsédées par sa saucisse et essaient constamment de le satisfaire pour qu'il change d'avis et puisse les honorer. Tout commence lorsque Dazai et sa femme Sakshan décident de faire un aller simple pour le paradis en sautant dans une rivière déchaînée. Après s'être promis des câlins infinis de l'autre côté, ils attachent un ruban spécial pour symboliser leur amour psychotique. Mais Truck-kun débarque soudainement et gâche la fête. L'instant d'après, Dazai se réveille dans ce qui semble être une chapelle et se demande pourquoi le paradis ressemble étrangement à son église locale. À ce moment-là, une elfe aux attributs défiant la gravité fait son apparition et se présente comme Annette avant de l'emmener à la fenêtre et de lui expliquer qu'il a été isekaié dans un autre monde pour devenir un héros. Alors qu'elle retourne à l'intérieur pour lui expliquer sa nouvelle mission, elle remarque un flacon de pilule glissant sur le sol et découvre que son nouveau héros essaie encore de mettre fin à ses jours. Elle utilise immédiatement un sort de guérison sur lui et tente de lui expliquer l'importance d'être un héros. Mais il continue de gober des pilules dans l'espoir que la faucheuse le sauvera de sa voix agaçante. Lorsqu'il se relève enfin et dit qu'il était sur le point de vivre le moment le plus heureux de sa vie en passant l'arme à gauche avec Sakshan, elle décide de lui révéler ses pouvoirs, car les héros isekaiés obtiennent toujours des compétences surpuissantes qui leur font oublier toute leur vie d'avant. Cependant, elle est choquée de voir qu'il a été invoqué avec presque aucun point de vie et une compétence qui empoisonne son corps à chaque fois qu'il est attaqué. Alors qu'elle s'attriste de cette situation et lui dit de ne même pas essayer de sortir, lui, il s'enthousiasme car il peut enfin rencontrer une fin rapide aux mains d'un monstre quelconque. À peine quelques minutes après avoir commencé sa quête de la mort, il tombe sur une jolie fille chat nommée Tama sur le point de se faire étrangler par un arbre de la mort. Alors qu'elle tente désespérément de s'échapper, il prend un instant pour profiter de la vue de ses formes, recevant un traitement particulier de la part des lianes de l'arbre jusqu'à ce qu'elle le supplie de l'aider. L'instant d'après, l'arbre l'attrape lui aussi et commence à aspirer la vie de tous les deux. Mais alors qu'il commence à s'exciter à l'idée que son souhait soit exaucé, l'arbre se flétrit soudainement. En réalisant que sa compétence de poison l'a détruit, Tama est surprise et lui demande pourquoi il agissait comme un minable pervers. Mais il exprime simplement sa déception face à ses échecs constants. Elle lui propose alors de l'emmener chez elle pour lui exprimer sa gratitude. Mais lorsqu'elle lui prend la main, il se souvient que Sakshan a elle aussi été percutée par Truck-kun et retrouve espoir, car elle doit également se trouver quelque part dans ce nouveau monde. Alors qu'il part immédiatement à sa recherche, Tama se lance à sa poursuite et tente désespérément d'attirer son attention. Quelques minutes plus tard, ils retournent au temple et il demande immédiatement à Annette s'il y a des indices pour retrouver Sakshan. Mais le fait qu'il ait déjà séduit une fille canon la laisse sous le choc. Elle les suit donc à l'extérieur pour empêcher Tama de s'approcher de lui. Pendant qu'elle se dispute pour savoir laquelle passera le plus de temps avec lui, il se glisse dans un cercueil pour un repos bien mérité et demande à être réveillé lorsqu'ils arriveront à la prochaine ville afin de commencer la recherche de sa femme. Quelques heures plus tard, ils arrivent dans la ville fortifiée de Roth et, après que Dazai se soit réveillé de son paisible sommeil, ils se rendent au palais pour rendre hommage au roi Thomas et à sa fille, la princesse Charlotte. Tandis que les filles s'agenouillent immédiatement pour montrer leur respect, Thomas s'enthousiasme à l'idée de rencontrer enfin un autre voyageur et demande quel a été le moment le plus palpitant de leur périple. Dazai propose alors de lui montrer ce que cela fait de reposer en paix. Le roi nain prend cela pour une menace, mais Annette détend rapidement l'atmosphère en complimentant la beauté de Charlotte, ce qui rappelle soudainement à Thomas que sa fille est prête à se marier. L'instant d'après, il fait venir un musicien nommé Otto et un colosse médiéval nommé Gomez, qui sont apparemment les seuls prétendants jugés dignes de l'épouser. Il demande alors l'avis de Dazai, car celui qui épousera sa fille deviendra roi à sa place. Mais Dazai répond en demandant quel genre de roi paresseux et pathétique laisserait le destin de la vie de sa fille entre les mains d'un inconnu qu'il vient à peine de rencontrer. Alors qu'il s'éloigne tranquillement pour chercher une chambre, les filles s'excusent auprès de Thomas en son nom et expliquent qu'il vient d'un autre monde pour empêcher Thomas de perdre la tête. Plus tard dans la nuit, Annette remarque que Dazai n'arrive pas à dormir, alors elle essaie d'en apprendre plus sur Sakshan. Mais après avoir aperçu la queue de Tama sous son drap, elle la lui arrache aussitôt et se met à l'insulter pensant qu'elle essayait de le chauffer. Dazai sort alors prendre l'air et tombe sur Charlotte, qui lui explique à quel point elle est déchirée à l'idée de devoir choisir un mari parmi les deux meilleures parties du royaume. Sentant à quel point elle est troublée, Dazai commence à lui expliquer qu'il n'a jamais laissé personne décider de son destin, même si ses choix de vie ont été difficiles à accepter pour sa famille. Et après lui avoir rappelé qu'elle serait la seule à vivre avec ses choix, il s'éloigne pour éviter un nouveau déballage émotionnel. Le lendemain, Thomas les convoque tous à nouveau avec enthousiasme, car Charlotte a enfin pris sa décision concernant celui qu'elle souhaite épouser. Mais après qu'on lui ait demandé de se placer devant son futur mari, elle se dirige vers Dazai et déclare qu'elle veut se suicider avec lui. Alors qu'Annette s'évanouit de choc, Charlotte explique qu'elle a toujours détesté le fait qu'Otto ne cesse jamais de jouer de sa stupide harpe.
tandis que Gomez sent le ton périmé sous toute son armure. En entendant cela, Thomas tente de l'arrêter, mais elle lui crie dessus, lui reprochant de n'avoir jamais pris en compte ses sentiments et affirme qu'elle ne reviendra pas sur sa décision de passer l'arme à gauche avec Dazai. L'instant d'après, Gomez enlève son armure et révèle qu'il est en réalité un Minotaure envoyé pour conquérir leur nation au nom du Seigneur Démon. Il commence alors à malmener tous les chevaliers présents, tandis que Tama tente désespérément de réveiller Annette. Après que les débris du combat ont failli les anéantir tous les deux, elle commence aussi à attaquer Gomez, mais se fait fendre le crâne par ses cornes d'acier. À ce moment-là, Dazai lui demande gentiment d'exaucer le vœu de Charlotte en les envoyant tous les deux au paradis. Et alors qu'il fonce avec joie pour les détruire, Charlotte commence à réaliser que la vie vaut en fait la peine d'être vécue. Au moment où elle dit à Dazai qu'elle veut vivre assez longtemps pour inaugurer une nouvelle ère de paix dans leur royaume, il la repousse pour savourer seul le doux baiser de la mort. Cependant, Annette finit par se réveiller et fracasse le crâne de Gomez avec un puissant bouclier avant que Tama ne le projette dans le lac. Peu de temps après, Thomas remet le trône à Charlotte et tandis qu'elle commence aussitôt à donner les ordres que son père Beta, surnommé le singe, était trop effrayé pour donner, les filles traînent Dazai dans son cercueil pour continuer à chercher Sakshan. Le lendemain, ils décident de faire une pause le long d'un sentier de montagne sombre et après que Tama ait rappelé à Annette qu'ils doivent s'arrêter dans sa ville natale, Annette explique que cela pourrait prendre du temps puisqu'ils doivent en gros visiter les 4 temples pour découvrir de lequel Sakshan a été invoqué. Cela surprend Tama, alors elle demande à Annette pourquoi elle va aussi loin pour lui, surtout que Sakshan est manifestement son amant. Annette affirme alors qu'elle le fait parce qu'il l'a aidé à retrouver un but, alors Tama accepte de continuer à voyager avec eux. Cependant, elle s'inquiète aussi du fait que les prêtresses comme Annette n'ont pas le droit d'abandonner simplement les temples qu'elles servent. Mais Annette lui dit de ne pas s'en faire car elle a envoyé son familier livrer sa lettre de démission. À ce moment-là, Dazai se réveille pour fumer une cigarette et se fait attaquer par Melos, le familier dont parlait Annette. Après qu'elle lui ait retiré de la tête, il vomit la lettre de démission et Annette s'effondre immédiatement en réalisant à quel point il était irresponsable de faire confiance à une créature avec la même capacité mentale que Patrick, l'étoile de mer. Lorsque Melos commence soudainement à tout saccager, Dazai retourne se réfugier dans le confort de son cercueil tandis que les filles reçoivent le choc de leur vie lorsqu'un dragon s'écrase juste au-dessus d'elles. Heureusement, une méchante au goût chocolat nommée Waldelia arrive pour calmer la bête et présente également ses condoléances pour l'ami perdu qu'il traîne dans un cercueil. En entendant cela, Dazai se relève et les filles expliquent qu'il est en réalité un étranger venu d'un autre monde. Mais cela fait complètement perdre la tête à Waldelia qui lance un puissant rayon de magie noire. Annette le bloque avec sa compétence de barrière, mais tout le flanc de la montagne est soufflé en un instant. Waldelia paralyse alors Annette et Tama avec une compétence d'amplification de la gravité afin de pouvoir concentrer toute son attention sur l'élimination de Dazai. En luttant pour se libérer, Annette aperçoit la marque sur sa poitrine et réalise qu'elle est le seigneur démon que Dazai a été invoqué pour combattre. Elle le prévient donc de rester en arrière, mais il s'avance vers elle pour se sacrifier à leur place. Sans hésiter, Waldelia enfonce son bras en plein dans sa poitrine et s'en va aussitôt. Mais Dazai se relève, le sang coulant de son abdomen, et s'avance calmement vers elle tout en lui demandant quelle est la véritable source de sa haine. Dès qu'il lui attrape le visage, elle s'envole sur le dragon et il s'effondre à nouveau à cause de la perte de sang excessive. Quelques minutes plus tard, Melus les conduit à un temple géré par une autre elfe isekai nommée Aisha. Quelques jours plus tard, Dazai se remet complètement et commence aussitôt à s'empiffrer de poison, tandis qu'Aisha prend Annette à part pour lui demander pourquoi diable elle a quitté son travail pour voyager avec un étranger venu d'un autre monde, alors qu'elle sait très bien qu'ils sont tous des enfoirés égoïstes qui n'utilisent leur pouvoir que pour de mauvaises raisons. C'est alors que Fat Shadi débarque pour balancer quelques rimes enflammées sur sa capacité à générer une quantité illimitée de la monnaie de leur monde. Alors Aisha l'aveugle avec les pièces et dit à Annette qu'il est l'exemple parfait de ce que deviennent tous les étrangers venus d'un autre monde. Naturellement, Annette prend la défense de notre protagoniste toxicomane et possiblement psychotique, tout en lui donnant encore plus d'argent pour qu'il s'empoisonne. Mais le vrai choc survient lorsqu'elle dit à Aisha qu'il a risqué sa vie pour les sauver du Seigneur Démon. Aisha lui apprend alors que le Seigneur Démon a en réalité été vaincu il y a 7 jours. Annette retourne donc dans la chambre avec Dazai et Tama pour en parler. Puisque les étrangers venus d'un autre monde ne sont invoqués que pour vaincre le Seigneur Démon, il n'a absolument aucun sens qu'il ait été isékaïé un jour après la défaite du Seigneur Démon. Mais alors qu'ils essaient de comprendre la situation, Dazai déprime parce qu'il souffre du syndrome de la page blanche malgré tout ce qu'ils ont vécu. Peu après, Annette le place dans une grande armure imprégnée de sorts de déviation magique pour le protéger, puis part faire des courses avec Tama. Lorsque Aisha finit par le repérer, elle en profite pour lui demander de rompre avec Annette. Mais il lui rappelle qu'Annette est une adulte responsable, capable de prendre ses propres décisions. À ce moment précis, Fat Shady, qui s'appelle en réalité Kotaro, présente Suzuki, un autre héros venu d'un autre monde, qui se dirige alors vers le centre-ville avec son armée de loups monstrueux.
Suzuki commence alors par annoncer la bonne nouvelle de la mort du roi démon, ce qui enthousiasme les habitants jusqu'à ce qu'ils décident de prendre le contrôle de la ville en tant que nouveau souverain. Alors que les habitants commencent à murmurer entre eux, Kotaro aperçoit Annette et affirme que c'est elle qui l'a attaqué. Suzuki s'approche donc pour utiliser ses pouvoirs sur elle. Alors qu'il lui caresse doucement les cheveux, sa conscience se retrouve piégée dans une cage mentale, ce qui fait que son corps se soumet entièrement à sa volonté. En voyant cela, Kotaro fusille Suzuki du regard, mais Tama l'attrape immédiatement et exige de savoir ce qu'ils viennent de lui faire. Après qu'il ait expliqué qu'Annette est désormais devenue son animal de compagnie sans volonté, elle tente de l'attaquer, mais Suzuki utilise le même pouvoir sur elle. Aisha décide alors de faire une entrée remarquée et dit à Suzuki d'abandonner l'idée de prendre le contrôle de la ville, car ses habitants ne la remettraient jamais à un tyran. Il envoie alors ses loups incendier la ville et décide d'installer un château dans l'église d'Aisha. Peu de temps après, toute la ville s'embrase et tandis que les loups continuent de semer la destruction dans chaque rue, Tama revient vers Dazai et tente désespérément de le sortir de l'armure en le griffant jusqu'à ce que le casque la mette hors de combat. Comme d'habitude, il prend un moment pour réfléchir soigneusement à sa prochaine action et décide finalement de l'enfermer dans un fût à bière vide juste avant qu'Aisha ne s'écrase contre le mur à côté de lui. Alors qu'elle commence à jacasser sur le fait que Suzuki était un perdant faible jusqu'à ce qu'il soit isekaié, Dazai est soudain intrigué et sort son manuscrit pour prendre des notes. Lorsqu'elle lui demande pourquoi, il explique que Suzuki est le sujet parfait pour son livre et lui demande où il se trouve actuellement. Malgré tous ses avertissements concernant le danger d'affronter un tyran surpuissant sans aucune compétence propre, il se dirige tout de même vers la chapelle et réduit encore ses chances de réussite en vidant la bouteille de poison dans son organisme. Une fois à l'intérieur, il demande à Suzuki un peu de son temps afin de pouvoir commencer à écrire le roman. Et lorsque Kotaro lui demande s'il essaie de cimenter son héritage en le transformant en un récit intemporel de victoire, il explique que c'est plutôt un documentaire montrant ce qui se passe lorsqu'un loser à faible taux de testostérone goûte au pouvoir. En entendant cela, Suzuki envoie ses loups attaquer Dazai. Aisha commence donc à les combattre tout seul et finit par être repoussé, tandis que Dazai continue d'écrire comme si de rien n'était. Cela énerve encore plus Suzuki, alors il ordonne aux loups de les réduire en miettes. Mais après qu'ils aient lancé des boules de feu, le casque qui avait assommé Tama dévie soudainement chaque explosion vers Suzuki. Il s'avère que Meles a enfin trouvé un moyen d'être utile. Mais après que Dazai le remercie pour son aide, Suzuki décide de sortir l'artillerie lourde et envoie son loup gardien spécial planter ses crocs mortels dans Dazai. Cependant, il se flétrit immédiatement à cause de la forte concentration de poison dans son corps. Alors Fatshedi s'enfuit pour sauver sa peau pendant qu'Aisha donne à Suzuki une dernière chance de se rendre. Au lieu d'accepter humblement sa défaite, il envoie Annette contre eux. Aisha bloque donc sa première attaque et suggère de battre en retraite puisqu'ils ne peuvent pas la combattre. Dazai lui dit alors d'avoir un peu plus confiance en Annette et marche droit devant sa lame, tout en lui demandant si elle va vraiment laisser Suzuki gagner. Lorsqu'elle saisit soudainement le couteau de sa seconde main et l'éloigne de lui, Suzuki perd le contrôle et lui ordonne de l'achever. Mais elle se souvient alors d'avoir vu pour la première fois le visage glacé de Dazai et se poignarde à la cuisse avant de s'effondrer dans ses bras. Alors qu'Aisha se précipite pour l'aider à se relever, Suzuki est submergé par la peur en réalisant que sa seule compétence est désormais inutile. Alors, il attrape le couteau pour en finir, mais Dazai l'arrête et lui demande de raconter son histoire d'origine afin qu'il puisse terminer le livre. Bien qu'il soit à deux doigts de se faire dessus, Suzuki décide de lui raconter toute sa vie déprimante à l'école, où il était constamment harcelé au point de commencer à souhaiter la mort. Comme il était un lâche jusqu'au bout, il ne pouvait même pas supporter l'idée de le faire lui-même. Mais heureusement, Trock-kun est apparu au moment où il touchait le fond et l'a envoyé auprès d'Aisha, qui lui a alors expliqué ses pouvoirs et sa nouvelle vie de héros. Au début, il était enthousiaste à l'idée d'avoir enfin un certain pouvoir. Mais lorsque les hommes bêtes locaux ont commencé à le harceler parce qu'il ne venait pas de leur monde, il a décidé d'accepter l'obscurité dans son cœur et a commencé à utiliser ses pouvoirs pour le mal. Après cette histoire d'origine extrêmement ennuyeuse, Dazai dit à Suzuki qu'il est toujours un lâche sans colonne vertébrale, incapable même d'être un vrai méchant. Dazai termine donc le roman sur cette note et active soudainement un portail sous lui. Il dit alors à Suzuki que, bien que son histoire soit intrigante, elle n'est certainement pas digne d'être qualifiée de chef-d'œuvre. Et après qu'il ait été renvoyé dans le monde ordinaire, Dazai s'effondre au sol pour réfléchir à la façon dont il pourrait retrouver l'inspiration. Quelques minutes plus tard, Aisha lui apporte un nouveau cercueil. Mais avant de partir, elle prend Annette à part et lui dit de se préparer à une vie dangereuse avec lui, car son véritable objectif pourrait être de combattre d'autres héros qui ont été invoqués. À ce moment-là, les loups de Suzuki ont commencé à quitter le village et Tama a enfin retrouvé la raison. Ils partent donc, tandis que Suzuki parvient finalement à décrocher un emploi dans le monde réel. Tôt le lendemain matin, Aisha arrive au temple central pour une réunion avec d'autres évêques et rencontre un autre elfe nommé Wolf, qui la traite alors de chanceuse parce qu'elle peut vivre dans une ville remplie de demi-humains respectueux, tandis que lui doit supporter des nains malodorants chaque jour.
À ce moment-là, un autre évêque nommé Elton entre et dit à Wolf de ne pas faire de discrimination entre les espèces, surtout qu'il est le seul elfe à se vanter d'être un ivrogne. Wolf réagit immédiatement en l'envoyant promener pour son attitude prétentieuse, mais le cardinal Miller entre alors et dit à Wolf d'arrêter afin qu'il puisse commencer la réunion. Cependant, à peine sont-ils installés pour la réunion qu'une autre évêque elfe nommée Arya arrive, s'excuse de son retard tout en essayant de reprendre ses esprits. Une fois assise, elle se présente comme la remplaçante d'Annette et commence par un rapport formel de tout ce qui s'est passé dans sa région. Après qu'Elton et Wolf aient également présenté des rapports sur leur région, Aisha explique tout ce qui s'est passé avec Suzuki, mais les rassure en précisant que la situation est désormais sous contrôle. En entendant cela, Miller explique que la réunion a en réalité été convoquée afin qu'ils puissent discuter de la prochaine étape à suivre après la défaite du roi démon. Il leur annonce également que le pape a décidé de sceller tous les portails utilisés pour invoquer des héros venant d'un autre monde. Et cela les enthousiasme tous au début, car ils n'auront plus à gérer des gamins insupportables comme Suzuki et Fat Shady. Cependant, Miller les avertit immédiatement de ne pas se sentir en sécurité pour autant, car les 7 héros qui ont vaincu le roi démon se sont en réalité emparés de son château pour en devenir les nouveaux souverains. Pour aggraver les choses, ils ont également envoyé une déclaration au pape, promettant de transformer leur monde en utopie en conquérant chaque ville et chaque temple qui n'est pas encore sous leur contrôle. Alors que Miller et les autres essaient de trouver un moyen de combattre les héros qu'ils pensaient autrefois être leurs sauveurs, Aisha repense au moment où Dazai a renvoyé Suzuki dans le monde ordinaire et leur raconte ce qui s'est passé. Au moment même où ils s'apprêtent tous à écouter les détails avec enthousiasme, le pape entre par le portail. Il s'agenouilla donc tous pour lui témoigner leur respect. Mais il leur dit de laisser tomber les formalités, car lui aussi veut entendre parler de Dazai. Pendant ce temps, les filles viennent d'arriver dans une nouvelle ville, avec Dazai toujours endormi dans son cercueil. Et alors qu'elles cherchent une auberge pour passer la nuit, un garçon du coin nommé Nir apparaît soudainement et propose de leur donner quelques conseils importants pour les aider dans leur voyage. Quelques minutes plus tard, elles trouvent un endroit où s'asseoir. Nir leur propose alors de les aider à trouver un héros, qui servira de garde du corps et d'assistant aussi longtemps qu'elles le souhaiteront. Cela les enthousiasme naturellement. Mais lorsqu'ils réclament l'équivalent moyen des frais de scolarité universitaire comme tarif habituel, Tama lui dit de ne pas s'en faire. Mais Annette tend immédiatement l'argent pendant que Tama commence à lui demander pourquoi elle donnerait bêtement autant d'argent. Nir essaie de les convaincre avec un discours sur le fait que leur ami décédé s'inquiète probablement de leur manque de sécurité. Mais Dazai se réveille alors et explique qu'il est bel et bien vivant. Le pseudo-expert en vente manque de se faire dessus, mais il attrape rapidement l'argent et promet de venir les retrouver à l'auberge avant de s'enfuir. Quelques heures plus tard, Annette revient à l'auberge après avoir attendu quelques minutes. Et lorsque la gérante demande s'ils vont vraiment prendre une chambre, elle explique qu'ils doivent d'abord voir Nir. La dame demande alors s'ils lui ont donné de l'argent. Et dès qu'Annette mentionne ses services de héros à louer, elle leur dit de ne pas perdre leur temps à attendre car ils viennent de tomber dans l'arnaque la plus basique. En entendant cela, le corps d'Annette est pris de choc alors qu'elle réalise enfin son propre manque de bon sens. Tama l'aide donc à se calmer à nouveau. Après que Dazai ait demandé à la dame comment elle a su si facilement que Nir était un escroc, elle leur explique que c'est la seule chose qu'il fait pour survivre depuis son arrivée en ville, car il n'a ni parents ni modèle à admirer. Au même moment, Nir serre son épée alors qu'il se prépare à se reposer pour la nuit. Mais il se fait soudainement enlever et se réveille dans une cabane abandonnée où 3 types versent tout l'argent qu'il a gagné pour le partager entre eux. Lorsqu'il promet de faire venir ses amis héros pour les attaquer, il révèle leur pouvoir et le traite d'idiot de croire qu'ils pouvaient simplement utiliser leur nom pour arnaquer les voyageurs. Alors que leur chef s'apprête à utiliser son arc imprégné de magie pour faire un trou dans le crâne de Nir, Dazai le redirige vers le colosse du magasin Discount et les rend responsables d'avoir donné à des garçons comme Nir de faux espoirs envers les héros. À ce moment-là, le deuxième malfrat analyse les compétences de Dazai et prend peur en voyant que ses PM augmentent rapidement. Mais ils essaient quand même de riposter jusqu'à ce que Dazai leur demande gentiment de tirer la flèche dans son cœur. Il s'enfuit rapidement, le cœur prêt à exploser de peur. Alors Dazai se tourne vers Nir et lui dit de garder l'air innocent qu'il a actuellement dans les yeux avant de partir et de l'abandonner dans la cabane. Le lendemain matin, les filles se préparent à terminer le reste du voyage vers le pays natal de Tama. Mais lorsque Nir apparaît soudainement pour aider, Tama exige un remboursement. Il leur dit alors de ne pas s'inquiéter car il peut toujours tenir sa promesse en servant de guerrier intrépide. Alors Tama lui fait traîner le cercueil de Dazai jusqu'à ce qu'ils atteignent enfin son pays natal. Après leur avoir dit de ne pas s'inquiéter du poste de contrôle puisqu'elle est un peu célèbre, ils se retrouvent immédiatement entourés par de nombreux gardes armés. Peu de temps après, Annette se met à pleurer à chaudes larmes dans une cellule, tandis que Nir remarque qu'ils n'ont même pas gardé Tama au même endroit qu'eux et se demande quel crime elle aurait pu commettre. Pendant qu'Annette continue de paniquer, Dazai commence à fantasmer sur toutes les différentes méthodes qu'il pourrait utiliser pour le détruire. Nir décide donc d'être l'adulte responsable et entreprend de forcer la serrure
En voyant cela, Dazai demande pourquoi il essaierait d'interférer avec ses rêves de douce délivrance par la mort. Mais alors que Nier demande un peu de respect pour ses compétences, les gardes arrivent pour les emmener. Quelques instants plus tard, ils entrent dans la salle du trône et une boule de poils parlante nommée Briard leur dit de se préparer à la punition avant que le roi Sibérian ne promette de les faire souffrir pour avoir kidnappé sa princesse. En entendant cela, Annette commence à supplier et jure qu'elle n'a aucune idée de ce dont il parle, avant que Tama n'entre soudainement habillée comme une princesse Disney et ne dise à Sibérian qu'ils sont tous innocents. Après qu'elle ait tout expliqué depuis le jour où elle a rencontré Dazai, Sibérian refuse toujours de les libérer et dit qu'elle doit promettre de s'engager pleinement dans sa vie de princesse du royaume. Il lui rappelle en plus comment était sa mère, alors elle accepte ses conditions et dit à Annette qu'elle ne peut plus voyager avec eux avant de partir. Peu après, le groupe trouve un restaurant pour manger, alors Nier commence à commander tout le menu pendant qu'Annette essaie de le calmer. Après avoir aussi dit à Dazai d'arrêter de s'empiffrer de pilules, elle se remémore toutes les fois où elle a agressé verbalement Tama et commence à prier pour qu'il ne l'exécute pas vraiment. À ce moment-là, une serveuse nommée Fawn arrive pour prendre leur commande, mais elle devient curieuse en entendant la façon dont Annette décrit Tama, alors elle se présente et explique qu'elle a déjà servi Tama au palais. En entendant cela, Dazai demande tous les détails sur la vie de Tama, et quand Annette lui rappelle qu'elle est de sang royal, il affirme que cela ne fait aucune différence pour lui. Fawn accepte donc de tout leur raconter. Pendant ce temps, Tama vient tout juste de retourner dans sa chambre pour se reposer pour la nuit, mais alors qu'elle regarde par la fenêtre, elle aperçoit une silhouette humaine debout juste au-dessus de la salle du trône et observe, choquée, une énorme bouche de monstre qui mord soudainement une grande partie du bâtiment. Sibérian et ses chevaliers se précipitent immédiatement à l'intérieur et rencontrent Kaibara, un héros, qui déclare alors qu'il a envie de goûter à la chair des hommes-chats depuis très longtemps. Après avoir également affirmé faire partie des héros qui ont vaincu le roi démon, il demande les meilleurs hommes-chats du pays afin de pouvoir les grignoter. En entendant cela, les chevaliers de Sibérian lancent une attaque contre lui, mais finissent par servir d'apéritif, tandis qu'ils recrachent nonchalamment leurs os et demandent à Sibérian de lui donner les femmes car leur chair sera évidemment plus tendre. Sibérian enlève son armure et jure de s'assurer qu'il paiera pour ses crimes. Cela excite Kaibara, alors il envoie la bouche du monstre contre lui. Mais Sibérian l'esquive facilement et frappe Kaibara avec une compétence de foudre qui frit ses entrailles, ou plutôt le chatouille, car Kaibara se met soudainement à rire. Sibérian recule immédiatement et décide d'utiliser son attaque ultime, mais Tama arrive alors et se rend compte que Kaibara est le même type qu'elle a vu il y a quelques minutes, alors elle propose d'aider. Mais Sibérian lui dit d'oublier ça, car elle ne sera jamais comme le prince Léon. De retour au restaurant, Fawn explique que le prince Léon s'entraînait pour devenir le plus grand guerrier du pays avant qu'un glissement de terrain n'emporte à la fois lui et leur mère de l'autre côté. Leur mort inattendue a plongé Sibérian dans une profonde dépression pendant très longtemps, alors Tama a fini par se couper les cheveux et a décidé de s'améliorer dans l'espoir de devenir assez forte pour suivre les traces de Léon. Cependant, cela a fini par créer un énorme fossé entre elle et Sibérian, alors elle a quitté la nation pour vivre selon ses propres règles. De retour dans la salle du trône, Sibérian vient d'avertir Tama de rester loin de Kaibara, mais elle lui demande d'arrêter de sous-estimer ses compétences et se suspend dans les airs comme une véritable guerrière. Kaibara envoie immédiatement sa bouche monstrueuse pour la digérer, mais Sibérian la pousse hors du chemin et perd son bras dans la manœuvre. Au lieu de finalement se rendre compte à quel point elle est stupide et faible, Tama décide d'essayer exactement la même technique à nouveau, alors Briard l'assomme et s'enfuit. Kaibara décide alors de se concentrer sur la recherche de son prochain repas, mais exprime sa déception car il avait vraiment hâte de goûter les melons de Tama. Lorsque Briard retrouve Dazai et lui explique tout ce qui s'est passé, Kaibara fait soudainement exploser un trou dans la salle du trône et présente Sibérian à ses citoyens avant de leur promettre de les épargner à condition qu'il lui offre toutes les plus belles dames lors de son dîner. L'un des hommes du village refuse immédiatement, alors Kaibara le digère en premier et décide d'utiliser tout le monde comme son buffet à volonté. Ils essaient de s'échapper, mais se retrouvent face aux démons que Kaibara a placés à chaque sortie du pays. Alors que la folie s'intensifie, Dazai décide d'arrêter de se battre et prend la main de Tama pour lui dire que ce n'est certainement pas le moment d'abandonner. Quelques minutes plus tard, elle se rappelle la dernière conversation qu'elle a eue avec sa mère et se réveille chez Fawn. Elle se précipite donc dehors et retrouve tout le monde déjà en train d'attendre devant la porte. Après qu'il lui ait expliqué la situation actuelle, elle essaie de repartir se battre, mais Annette lui rappelle alors que toute la nation a pleuré lorsque Léon et sa mère sont mortes, avant d'ajouter qu'elle est le dernier symbole d'espoir qu'il reste au pays. En entendant cela, Dazai lui dit de rester en arrière et part avec Annette et Nier affronter Kaibara. Quelques instants plus tard, il rencontre deux ogres à l'entrée du palais. Et après que Dazai ait demandé à être mangé par Kaibara, les deux ogres prennent un moment pour discuter de ce qu'ils doivent faire de cet homme manifestement psychotique avant de les jeter tous dans la cellule. Comme d'habitude, Annette panique, alors Dazai leur dit de ne pas s'inquiéter avant de demander à Nier de crocheter la serrure à nouveau.
À peu près au même moment, Briare se rend compte que Tama est reparti se battre, et tandis qu'il lui souhaite bonne chance, elle projette l'un des ogres contre le trône et se prépare à affronter Kaibara à nouveau. Un jour, il y a quelques années, Tama s'est faufilé dans un arbre pour observer une des séances d'entraînement au combat de Siberian avec Léon, mais cela s'est terminé rapidement car Léon était encore incroyablement faible. Alors qu'il essayait de se ressaisir, Briare dit à Siberian d'essayer une autre approche parce que Léon avait toujours été trop doux. Mais Siberian refusa et insista pour le rendre aussi fort que possible, puisqu'il finirait par devenir roi. C'est alors qu'il remarqua Tama, et lorsqu'elle demanda à s'entraîner avec eux, il la réprimanda pour avoir espionné et lui ordonna d'aller prendre le thé avec des peluches, comme toutes les autres princesses. Quelques minutes plus tard, elle était de retour dans sa chambre, se plaignant de la situation à sa mère, qui décida alors de lui faire un discours. De retour dans la salle du trône, Siberian lui dit de partir, mais elle l'ignore comme d'habitude, alors Kaibara promet de savourer chaque bouchée avant de lui lancer le cadavre du démon. Dans la fraction de seconde qu'elle utilise pour l'esquiver, il la rattrape et libère la même compétence d'éclair que Siberian avait utilisée, avant de dire qu'il absorbe aussi les capacités de tous ceux qu'il mange, puis il concentre de l'énergie dans sa main pour l'attaquer à nouveau. Annette exprime son soulagement et dit à Nier qu'elle craignait que Dazai ne se propose réellement comme en cas à Kaibara. Après avoir localisé la chambre de la défunte mère de Tama, il les fait entrer et demande à nouveau à Nier d'utiliser ses seules compétences précieuses, alors le voleur expert se met au travail sur l'un des tiroirs et finit par découvrir un livre spécial. À ce moment-là, Tama commence à manquer de souffle, alors Kaibara se place rapidement derrière elle et l'envoie valser d'un coup de poing dans la colonne vertébrale avant de la plaquer violemment au sol. La douleur immense lui fait littéralement voir sa vie défiler devant ses yeux. Alors elle repense au jour où elle a suivi Léon pour s'entraîner et lui a demandé pourquoi il était aussi obsédé par l'entraînement alors qu'il n'aimait même pas se battre. Il lui a alors répondu que, même s'il détestait vraiment l'idée de se battre, il avait la responsabilité de protéger le royaume à tout prix. Ce souvenir donne alors à Tama un peu de force, si bien qu'elle se relève pour continuer à se battre, tandis que Siberian lui dit d'abandonner une bonne fois pour toutes. Lorsqu'elle refuse, Kaibara la regarde et s'excite à l'idée de la dévorer, car il n'a jamais eu une princesse aussi appétissante à son menu. Perdant la raison sous l'effet de l'extase, il se souvient à quel point la vie était déprimante à l'époque où il n'était que le fils gâté de 2 parents milliardaires. Après des années à obtenir tout ce qu'il voulait, il en est arrivé à un point où il était désespéré de ressentir quelque chose de différent, alors il a décidé au hasard d'attaquer l'une des domestiques avec une fourchette. Malheureusement, son plan de la manger au petit déjeuner a échoué et ses parents ont rapidement payé pour réparer ses bêtises, comme toujours. Cependant, cela n'a fait qu'accentuer le vide qu'il ressentait, alors il a quitté la maison et a passé la nuit à attaquer un sans-abri au hasard, avant que Truck-kun ne décide qu'il serait le héros parfait pour Zabirk. Après cette leçon d'histoire plutôt ennuyeuse, il se décide à l'ajouter à sa collection de repas exotiques. Mais alors que la bouche du monstre s'approche suffisamment d'elle, Dazai apparaît et la fige soudainement dans les airs. Cela surprend Kaibara, car personne n'a jamais réussi à l'empêcher de manger auparavant, alors il exige de savoir qui est Dazai. À ce moment-là, Annette lui dit d'abandonner et de se rendre pour être puni, car Dazai peut facilement le renvoyer à sa vie d'enfant riche dépressif. Cependant, lorsqu'elle demande à Dazai d'utiliser sa capacité spéciale, il refuse et dit que Kaibara est trop insignifiant et ennuyeux pour qu'il gaspille toute cette énergie. En entendant cela, Kaibara perd le contrôle et détruit toute la salle du trône avec une puissante décharge d'énergie, tandis qu'Annette se précipite pour aider Nier. Tama commence à regretter ses actions et se convainc qu'elle est la cause de toute cette destruction, alors qu'elle éclate en sanglots. Dazai la saisit par l'épaule et lui tend un livre avant de dire que son histoire de vie triste et douloureuse était suffisamment intéressante pour susciter son excitation. Au moment où elle ouvre le livre, ses pouvoirs s'activent, alors Annette invoque son bouclier pour protéger Nier des retombées du combat. En voyant cela, Kaibara commence à s'approcher de Tama. Dazai explique alors rapidement qu'elle n'a jamais eu à choisir entre être une princesse ou remplacer son frère en tant que nouveau prince guerrier. Elle avait toujours été destinée à une vie d'aventure, mais le traumatisme d'avoir perdu la moitié de sa famille, associé à la pression d'aider son père en deuil, l'a empêchée de voir la vérité. Malgré tout ce qu'elle vient d'entendre, Tama reste encore confuse, alors Dazai lui rappelle la dernière conversation qu'elle a eue avec sa mère. À l'époque, la Mama avait remarqué à quel point elle était enthousiaste à l'idée de participer aux séances d'entraînement avec Léon. Alors elle a dit à Tama de vivre sa vie comme elle l'entendait et a promis de parler à Siberian s'il refusait de l'accepter. Alors qu'elle se souvient enfin de la personne qu'elle souhaite devenir, la compétence de Dazai débloque une capacité spéciale que Siberian reconnaît comme étant la crête de la bête divine. Lors de l'une des séances d'entraînement privées de Léon, il y a des années, la crête s'est activée pour la première fois. Mais Tama lui a demandé de la cacher à Siberian à cause de sa haine de l'idée qu'elle se batte. Et bien qu'il ait tout entendu, il a décidé de garder le silence à ce sujet. Alors qu'il commence à regretter toutes les fois où il l'a freiné, Dazai s'excite à l'idée de finalement dévorer ses entrailles et affirme qu'il n'y a rien qu'il puisse faire pour l'arrêter, simplement à cause de sa puissance. L'instant d'après,
Tama fonce et déclenche une combinaison mortelle qui désorganise ses cellules cérébrales avant d'utiliser la crête de la bête divine pour faire imploser chacun de ses organes. Après qu'il se soit effondré, elle s'évanouit également, alors Annette se précipite pour la soigner tandis que Siberian récupère le journal de la Mama auprès de Dazai et le remercie d'avoir guidé Tama. Alors qu'il s'approche du corps de Kaibara, Briard le rejoint et dit que le combat n'est pas encore terminé, avant que Kaibara ne se réveille avec un nouveau corps monstrueux. Au début, il est lui aussi surpris d'avoir survécu à l'attaque, mais il se souvient alors avoir mangé le corps du roi démon vaincu et commence à s'agiter d'excitation en sentant la puissance affluer en lui. Dazai et les autres se préparent immédiatement au pire, mais sa tête est soudainement tranchée par Waldelia. Malgré cela, Kaibara reste en vie et tente d'expliquer à quel point son père avait bon goût, alors elle incinère sa tête d'une puissante décharge avant d'apercevoir Dazai et d'exiger de savoir comment il a survécu. Lorsqu'il lui demande si elle se sent enfin mieux, elle promet de le détruire la prochaine fois qu'ils se verront et s'envole sur son dragon. Quelques jours plus tard, la ville commence enfin à ressembler à ce qu'elle était avant l'attaque, alors Annette se prépare à partir avec Dazai et Nier. Fon leur annonce alors que Tama a décidé de rester au palais pour aider Siberian à diriger le royaume. Mais à ce moment précis, Siberian entre dans sa chambre et lui dit d'aller avec eux. Après avoir dit qu'il n'a certainement pas besoin de l'aide d'une apprentie séductrice pour gouverner le royaume, il lui dit d'aller faire ce qu'elle a toujours voulu faire. Alors elle arrache sa robe royale et promet de revenir plus tard. Dès qu'elle part, Briard rejoint Siberian dans la pièce et lui demande pourquoi il n'a pas simplement avoué son amour pour elle. Et tandis qu'il défend sa virilité, elle rejoint Dazai, Annette et Nier. Quelques jours plus tard, il s'arrête près d'un arbre inhabituellement grand et Tama commence immédiatement à jacasser sur le fait que c'est le plus grand arbre du monde pour montrer à Dazai qu'elle est plus qu'une simple garde du corps tireuse de cercueil. Cependant, Nier la distrait, alors Annette prend le relais et explique soigneusement chaque détail de la petite ville paisible située au pied de l'arbre, avec des demi-humains qui consacrent leur vie à vénérer l'arbre-monde. Après que Tama l'ait attaqué, ils se dirigent vers la petite ville et sont choqués de découvrir un casino rempli de fous furieux et de camés. Dazai est d'abord ravi de se retrouver à nouveau dans un environnement mortel, mais ses pilules viennent à manquer. Il tente donc désespérément de trouver une autre source de poison pendant que les filles décident de partir à la recherche du maire. Quelques minutes plus tard, il trouve le vieux bonhomme responsable de la ville. Les filles lui demandent ce qui s'est passé et il explique soigneusement qu'un groupe de héros est arrivé il y a quelques mois et a transformé la ville en un repère de joueurs et de toxicomanes. Il leur montre également une feuille de l'arbre-monde et leur demande de l'aide car l'arbre a récemment cessé de les bénir à cause de tous ces abus. À ce moment-là, un héros nommé Yamada se présente en promettant de sauver la ville, mais les filles se mettent immédiatement sur la défensive et se préparent à se battre. Après qu'il se soit approché du maire et leur ait assuré qu'il voulait seulement aider à réparer les dégâts causés par ses compagnons héros, Annette s'enthousiasme à l'idée de travailler avec lui et demande l'avis de Dazai, mais l'accro au poison est déjà parti chercher sa dose. Son corps se régénérant lentement grâce à l'apport constant de pouvoir, sa dépression atteint des sommets, mais il remarque alors une odeur de drogue provenant d'une grotte et s'y dirige avec enthousiasme pour rejoindre les délinquants locaux. Une fois sur place, il demande un peu de ce qu'il fume, mais reçoit la visite surprise d'une méchante qui semble avoir été sculptée par un dieu amateur de fanservice. Quelques minutes plus tard, alors qu'elle l'emmène dans un bar, elle lui demande pourquoi il était dans la grotte. Il lui explique alors sa profonde haine de la vie tout en essayant de s'anesthésier avec de la bière. L'instant d'après, elle lui propose de l'aider à s'endormir avec une danse apaisante, mais il est immédiatement rebuté par l'idée et tente de refuser. Cependant, lorsqu'elle commence réellement à danser, il remarque quelque chose d'intrigant dans son expression et décide de continuer à regarder. Bien plus tard, Annette s'effondre chez le maire, et alors que Tama explique qu'ils étaient à la recherche de Dazai, elle l'amène à l'intérieur et le dépose au sol. Après qu'Annette exige de savoir qui elle est, le maire lui rappelle qu'elle ne devrait même pas être aussi proche de la ville. Elle s'excuse donc pour l'intrusion et s'en va. Le maire leur explique alors qu'elle est une sorcière locale qui a pris le parti des héros en ouvrant un bar à côté du casino lorsqu'ils sont arrivés. Comme elle était soudainement apparue en ville sans aucune explication sur son passé ou sur qui elle était vraiment, il l'avait toujours considérée comme une mauvaise nouvelle et comptait bien continuer ainsi. En entendant cela, Yamada promet de lui faire payer, à elle comme aux autres héros. Le maire lui attrape alors le bras et le supplie de sauver leur paisible ville. Le lendemain matin, Dazai part rapidement. Annette se lance alors à sa poursuite pour lui rappeler qu'ils doivent bientôt affronter les autres héros, mais il refuse et dit qu'il préfère passer son temps au Bardèche. Yamada lui dit alors de ne pas perdre son temps à essayer de l'arrêter et affirme que la seule façon de le libérer du charme d'Esh est de vaincre les héros. Il retourne donc à l'intérieur. Peu après, Dazai remercie Esh pour la danse privée, et lorsqu'elle lui demande s'il a entendu parler des rumeurs, il lui dit de ne pas s'en faire car il adore se retrouver dans des situations dangereuses. Après qu'elle ait adressé une prière à l'esprit de l'arbre-monde pour lui accorder sa protection, il devient curieux à ce sujet. Elle lui explique alors la légende locale selon laquelle l'esprit qui réside dans l'arbre-monde descendrait pour apporter la paix aux faibles.
Lorsqu'elle lui suggère de prier l'esprit de l'arbre pour sa sécurité, il lui demande pourquoi elle ne suit pas elle-même ce conseil, car il a remarqué qu'elle était extrêmement triste pendant la danse d'hier soir. À ce moment-là, un voyou nommé Sabu fait irruption et exige des boissons avant de menacer de tuer les 3 minables qui ont kidnappé Nihr, car ils lui doivent de l'argent. Après leur fuite, Sabu s'installe à une table avec le propriétaire du casino et explique que leurs bénéfices sont en baisse. Alors le patron décide d'initier les demi-humains au monde des jeux d'argent et du tabac. En entendant cela, Esh s'approche avec leur boisson et rappelle au patron qu'il avait promis de ne pas toucher aux habitants en échange de l'argent de protection qu'elle lui verse. Il lui dit alors d'être contente puisqu'elle aura beaucoup plus de clients à servir. Mais elle refuse et tente d'arrêter Sabu, alors il la plaque violemment contre la table avant de partir. Dazel l'aide alors à se relever et s'excuse pour toute la haine qu'elle a subie en essayant de protéger la ville. Quelques instants plus tard, Sabu et ses sbires découvrent que le casino est en train d'être détruit par Yamada et se préparent immédiatement à l'attaquer. Mais il leur dit d'abandonner et d'accepter son jugement pour leurs actes. C'est alors que Dazai sort et lui dit d'arrêter de se bercer d'illusions avec ses discours de droiture. Mais Yamada reste convaincu qu'il a lui aussi été trompé et décide de poursuivre son plan. D'un seul coup d'épée, il projette la bande de Sabu au loin. Ils prennent alors la fuite en promettant de revenir se venger. Au même moment, Esh remercie Yamada d'avoir sauvé le village et après qu'il lui ait conseillé de changer de comportement, les habitants commencent à le louer. Cependant, lorsque tous se retournent contre Esh et lui demandent de partir, Yamada est surpris par leur hostilité et tente de les calmer. C'est alors que Dazai intervient et les traite d'ingrats, car c'est Esh qui a passé d'innombrables nuits à veiller à leur sécurité. Mais ils refusent de le croire et finissent par la chasser sous le regard choqué de Yamada. Quelques instants plus tard, il demande à Dazai s'il a toujours su que cela finirait ainsi. Alors Dazai lui dit de se concentrer sur le fait que les habitants ont chassé leur seule protectrice avant de partir avec les filles. À ce moment-là, le maire demande à Yamada de devenir leur garde du corps, car il prévoit de prendre la relève des héros déchus en gérant eux-mêmes le casino et le trafic de drogue. En réalisant ses erreurs, Yamada tombe à genoux plein de remords et repense à ce que Dazai a dit. Pendant ce temps, Dazai avoue aussi ressentir un peu de regret, car il n'a rien pu faire pour sauver Esh, mais soudainement, l'arbre monde meurt. Alors qu'ils regardent tous, choqués, Esh révèle sa véritable nature à Dazai et le remercie de l'avoir comprise avant de lui offrir une réserve infinie de pilules. Quelques jours seulement après cela, ils atteignent le désert, mais les filles s'arrêtent de marcher à cause de la chaleur mortelle et commencent à douter de leur décision de le traverser. Heureusement, Nihr leur dit fièrement de ne pas s'inquiéter, car il a en fait grandi dans le désert avant de commencer son voyage pour devenir un puissant guerrier. Cela leur redonne un peu d'espoir, alors il explique en détail qu'ils n'ont rien à craindre pendant la journée, puisque les monstres ne sortent que la nuit. Cependant, 3 bandits masqués surgissent soudainement du sable sur des scorpions monstrueux et exigent un paiement avant de les laisser passer. En tant que chef, Toru ne cesse de parler, affirmant qu'il contrôle les plaines désertiques. Tama et Annette en ont assez d'écouter, alors elle lance rapidement une attaque qui élimine l'un de ses sbires, tandis que le deuxième commence à demander s'il devrait battre en retraite. Toru aperçoit Dazai en train de ramper hors de son cercueil et fonce immédiatement vers lui, tandis que Nihr lutte pour dégainer son épée. En arrivant près d'eux, Toru demande à Dazai s'il est prêt à se battre pour sa vie contre le venin de son scorpion monstrueux, et, tandis que Nihr lutte pour ne pas se faire dessus, Dazai grimpe rapidement sur le scorpion et demande à être poignardé en plein cœur. Sans hésiter, Toru ordonne au scorpion de le poignarder, mais comme tous les autres monstres auparavant, il se flétrit rapidement. Toru essaie donc de l'achever avec une épée, et Nihr se fige à nouveau de peur. Heureusement, un rugissement puissant venant du fond du désert pousse Toru à reconsidérer sa décision. Il promet donc de revenir et s'échappe rapidement dans la terre pendant qu'Annette utilise sa magie de guérison sur Dazai. Tama remarque le changement d'humeur de Nihr, alors elle lui dit de se concentrer sur le combat contre leur prochain adversaire au lieu de se reprocher d'être un lâche. Il s'approche alors de Dazai et s'excuse de ne pas avoir aidé, mais Dazai lui dit de ne pas s'inquiéter car chaque guerrier commence avec un peu de peur. Quelques minutes plus tard, Nihr les conduit à un vieil orphelinat et attend que les orphelins qui y vivent le reconnaissent. Après qu'une femme nommée Cathy l'ayant également accueilli chez elle, il rentre pour dîner, mais Nihr est surpris par la grande quantité de nourriture. Cathy explique alors qu'ils l'ont reçu d'un inconnu qui dépose de temps en temps un énorme panier de nourriture sans jamais révéler son identité. Lorsque les orphelins demandent soudainement à Nihr s'il a atteint son objectif de devenir un héros, il reste figé un instant avant d'affirmer qu'il en est plus proche que jamais puisqu'il fait désormais partie d'un groupe avec un héros. Au lieu d'accepter calmement le mensonge, ils demandent à rencontrer le héros. Nihr désigne alors Dazai, qui nie aussitôt et affirme qu'il n'est qu'un auteur. Malgré cela, ils veulent quand même entendre ces histoires héroïques. Il commence donc à raconter la plus déprimante qu'il ait jamais écrite, jusqu'à ce que Cathy le supplie d'arrêter. Peu après, Cathy les borde pour la nuit, mais Nihr et les filles entendent à nouveau le même rugissement qu'auparavant et lui demandent si elle en sait quelque chose. Cathy explique alors qu'un loup affamé terrorise la région et met en garde contre le fait de sortir tard la nuit, sans se rendre compte que Dazai se trouve déjà sur le lieu de la récente attaque du loup.
Plus tard, Tama réveille Nier d'un coup de poing et il finit par apercevoir une ombre rôder autour de la maison. Il saisit donc son épée et sort pour prouver qu'il a vraiment du cran. Une fois dehors, il tombe sur un gars à l'air faible nommé Saito, qui promet alors qu'il ne veut aucun mal et commence à ranger les provisions qu'il avait dans un panier. En voyant cela, Nier comprend qu'il doit s'agir du mystérieux bienfaiteur dont Katy a parlé. Il l'aide donc à ranger la nourriture et lui demande pourquoi il ne se joint pas simplement à eux pour le dîner. Saito explique alors qu'il préfère observer dans l'ombre et au lieu d'appeler Annette pour le faire arrêter parce qu'il est louche, Nier l'emmène s'asseoir sur un banc à côté de la maison pour discuter. Il commence par parler de ses rêves de devenir un guerrier afin de mériter enfin l'épée que son père lui a donnée avant de perdre ses parents il y a des années. En entendant cela, Saito éclate en sanglots mais finit par se calmer pour qu'il puisse continuer à discuter pendant que Dazai écrit secrètement une autre histoire. Tôt le lendemain matin, Nier lui demande s'il veut rester pour le petit déjeuner, mais Saito refuse et dit qu'il ne mérite pas une telle compagnie. Nier décide donc de passer le reste de la journée à s'amuser avec lui et à récolter plus de nourriture pour l'orphelinat. Au coucher du soleil, Annette et Tama sont surprises de voir Nier déjà endormi et essaient de comprendre où il était passé toute la journée quand Katy entre soudainement en courant, disant que l'un des orphelins a été kidnappé. Après avoir vu Toru dehors avec toute une armée de voyous, Nier saisit son épée et sort avec les filles pour se battre, mais sa peur le submerge à nouveau. À ce moment-là, Saito l'attire à l'écart et il s'effondre immédiatement en larmes, demandant pourquoi il n'arrive pas à cesser d'être un lâche. L'entendre parler avec autant de douleur pousse Saito à se souvenir de sa vie passée traumatisante. Il dit alors à Nier de ne plus s'inquiéter des voyous et se transforme en loup juste devant lui. En quelques secondes, il commence à déchiqueter l'armée de Toru. Toru lâche alors Nate et tente de s'enfuir, mais Saito le rattrape facilement. À ce moment-là, Nier se souvient à quel point il est vraiment gentil et décide de l'empêcher de sombrer complètement. Dès que Saito lève ses griffes pour attaquer Toru, Nier l'en empêche et lui demande d'arrêter, mais Saito refuse et continue de poursuivre Toru. Après avoir détruit sa moto, il tente d'attaquer à nouveau, mais Nier bloque le coup et se retrouve vulnérable à la prochaine attaque. Heureusement, Saito se retient et reprend forme humaine. Nier l'aide alors à retourner à l'orphelinat. Saito explique alors qu'il avait toujours été faible et impuissant dans sa vie antérieure, jusqu'au jour où un garçon inconnu l'a aidé à se défendre contre des brutes et est devenu son seul ami. Au fil du temps, leur lien s'est renforcé, jusqu'au jour où ces brutes sont revenus pour se venger. Par peur, Saito a décidé de se sauver lui-même, mais dès qu'il est monté sur la route, Truck-kun est apparu et l'a percuté, l'envoyant dans un autre monde. Saito poursuit en affirmant que ses jambes faibles sont la raison pour laquelle il n'a pas pu aider son seul ami, mais Dazai lui dit alors d'arrêter de mentir et de cesser de trouver des excuses pour masquer le fait qu'il a été un lâche. En entendant cela, Nier l'attrape par la chemise et lui dit d'arrêter de juger Saito, car il comprend ce que ça fait d'être un lâche. Alors que les larmes commencent à couler de ses yeux, Saito le saisit et lui dit qu'il n'est certainement pas un lâche, car il a risqué sa vie rien que pour l'empêcher d'aller trop loin. Au moment où il admet qu'il était le véritable lâche, les pouvoirs de Dazai s'activent et créent un portail sous lui, mais au lieu de l'habituel assaut verbal, Dazai reconnaît qu'il est allé trop loin et rappelle à Saito qu'il a fait beaucoup plus de bien pour compenser ce moment de faiblesse. Après que Nier et tous les autres l'ont remercié pour toute son aide, il revient exactement au moment du crash, et est surpris lorsque son ami lui propose de l'aider à se relever. Le lendemain, dans le château du roi démon, un étrange personnage en smoking sert du vin à nul autre que Sak-chan et explique comment Kaibara a échoué dans sa mission de capturer la nation de Tama. Il lui dit également de s'attendre à un nouvel échec de la part du héros déchu qu'ils ont envoyé pour conquérir la nation des nains située dans le désert, car la mission prend beaucoup plus de temps que prévu. Au même moment, le roi Doran mène son armée de nains pour attaquer une nuée interminable de démons qui tentent de s'infiltrer à l'intérieur des murs de la nation. Alors que la bataille s'intensifie, Isha dit à Wolf d'arrêter de boire et de faire quelque chose pour aider, mais il lui répond de se détendre car il mène cette guerre depuis des jours. Après qu'elle lui ait attrapé la chemise et lui ait dit de devenir sérieux, il aperçoit le héros de la misère déchu envoyant une nouvelle vague de soldats démons contre eux. Il demande alors à Doran d'attirer les démons vers un endroit dégagé sur le champ de bataille. Doran décide alors de se servir de lui-même comme appât, et Wolf attend que tout soit dans la plaine ouverte avant de déchaîner une puissante compétence de vent qui décime toute l'armée démoniaque. En voyant cela, le héros déchu décide de battre en retraite avec les soldats restants. Mais alors que Wolf essaie de se détendre, il voit Dazai tournoyer dans la tornade. Quelques heures plus tard, Doran organise un festin pour célébrer leur succès jusqu'à présent et commence immédiatement à se moquer du pape, puisque l'église est responsable de la formation des héros déchus. Lorsque Wolf les rejoint enfin et demande un peu de compréhension, Doran reconnaît qu'ils auraient subi plus de dégâts sans son aide et salue ses efforts. Pendant qu'il continue de festoyer, Annette retrouve Isha, qui s'excuse alors pour ce qui est arrivé à Dazai et demande s'il va mieux. À ce moment-là, Dazai arrive et demande pourquoi il célèbre sa survie alors que tout ce qu'il a toujours voulu, c'est que quelqu'un réussisse à l'envoyer dans l'oubli.
Il fait également remarquer qu'ils ont détruit son précieux cercueil, alors elles lui promettent tous les deux de lui en trouver un autre. Au moment suivant, Wolf commence à s'approcher d'eux et Mélos perd complètement la tête en voyant Fémilos, la séduisante familière de Wolf. Il essaie donc d'attirer son attention tandis que Wolf s'excuse auprès de Dazai qui le traite d'incompétent pour ne pas avoir réussi à mettre fin à sa misère. Dazai lui propose une poignée de main pour avoir au moins failli réussir un vrai meurtre. Cela dit, Isha explique ce qui s'est passé depuis qu'ils ont commencé à combattre le héros de la misère déchu. Et lorsque Tama leur annonce avec enthousiasme qu'elle a déjà vaincu l'un des héros dans son pays, Wolf lui demande si elle a sniffé de la coke du désert, car il n'y a aucune chance que Catwoman version Walmart ait battu l'un des héros déchus. Elle explique alors la capacité de Dazai à renvoyer les héros dans leur monde, mais après avoir admis que c'est un pouvoir incroyablement puissant, Wolf insiste tout de même sur le fait qu'ils n'ont pas besoin de l'aide de Dazai pour vaincre les héros. Alors qu'il s'en va avec Fémilos, Tama demande s'il est vraiment aussi puissant. Isha explique donc sa capacité et dit qu'il est en réalité l'un des sorciers les plus puissants de la planète. De retour au château du roi démon, Sengoku, qui vient tout juste de rentrer après son échec humiliant, promet de remporter la victoire demain. Mais l'ambassadeur en smoking lui dit de ne pas s'inquiéter car il prévoit d'envoyer une fille nommée Yuriko pour s'occuper de Wolf. Plus tard, Dazai emmène Mélos se promener et remarque à quel point il est contrarié, alors il lui demande si c'est à cause de la familière sexy de Wolf. Après que Mélos l'ait admis, Dazai lui dit de savourer la douleur mais décide finalement de l'aider à la retrouver. Heureusement, il tombe sur un groupe de baddies qui essaie désespérément de passer un bon moment avec Wolf et sa familière, mais il refuse l'offre pour régler quelque chose de personnel. Alors qu'ils s'apprêtent à partir, Mélos se fâche à nouveau, alors Dazai lui dit de ne pas s'inquiéter et commence à suivre Wolf jusqu'à ce qu'il atteigne une vieille maison au cœur de la ville. Après que Wolf ait frappé à la porte et se soit attristé du refus de la dame de lui parler, Dazai se rend compte qu'il y a bien plus chez Wolf que le simple fait d'être un ivrogne surpuissant. Il décide donc de partir, car il serait irrespectueux d'écouter ce qui semble être un moment très privé. Le lendemain, la bataille reprend, alors Wolf retourne au tour pour offrir son soutien à Doran et à ses hommes. Il s'enthousiasme d'abord à l'idée de gagner à nouveau, jusqu'à ce qu'un dragon apparaisse dans le ciel et réduise en cendres la plupart de leurs soldats en quelques secondes. Alors que le dragon survole leur espace aérien pour une seconde attaque, Wolf se prépare à utiliser sa compétence, mais Doran le met en garde. La personne qui le chevauche est différente de Sengoku. Malgré cela, Wolf insiste sur le fait qu'ils ne sont pas de taille face à lui, jusqu'à ce que Yuriko s'approche suffisamment et l'appelle maître. Sous le choc, il laisse tomber son bâton, alors elle le capture rapidement et paralyse Isha avant de s'envoler. Quelques heures plus tard, Doran perd son sang-froid alors qu'ils peinent tous à gérer les conséquences de la perte de leur combattant offensif le plus puissant. Dazai remarque aussi Fémilos en train de bouder sur une table, mais au lieu de se plaindre comme les autres, il emmène Mélos avec lui pour rencontrer la femme à qui Wolf parlait et reçoit le choc de sa vie lorsqu'elle ouvre la porte. Au même moment, Yuriko arrive au temple du désert avec Wolf et ses subordonnés se précipitent immédiatement pour se battre pour lui, alors elle déchaîne la magie noire sur eux. Pendant ce temps, Isha raconte aux autres que Wolf avait autrefois une passion pour l'enseignement des héros avant qu'un certain incident ne le transforme en alcoolique, ce que tous détestent. Après que Doran ait dit qu'ils n'ont pas assez de soldats pour le sauver, Tama et Annette proposent de s'en charger, puisqu'elles ont déjà vaincu l'un des héros déchus. L'instant d'après, Dazai entre avec une personne âgée qui a l'air de s'être échappée de la maison de retraite. Au matin, Nier et les filles remercient Doran pour l'équipement de haut niveau que ces hommes ont préparé pour leur mission. Et lorsque Dazai demande pourquoi ils n'ont pas fabriqué ce qu'il avait demandé, il explique que les instructions étaient trop complexes. À ce moment-là, Toru arrive pour rencontrer les filles, alors Tama se prépare à se battre, mais il s'excuse immédiatement pour tous les problèmes qu'il a causés et dit qu'il veut seulement les aider à traverser le désert. Ils sont surpris par cette gentillesse soudaine et demandent comment il compte les faire traverser. Alors il attaque un tigre bestial innocent et utilise son pouvoir pour le transformer en bus scolaire. Cependant, après que Nier et les filles soient montées, il donne un coup de pied à Dazai pour avoir tué son scorpion de compagnie et démarre en trombe. Dazai dit alors à Mélos d'accepter qu'il ne rendra pas sa copine heureuse de sitôt, mais soudain la vieille dame lui attrape le bras et dit qu'elle doit parler à Wolf. Alors il décide de trouver une autre solution. Quelques minutes plus tard, Isha et les autres arrivent au temple, mais lorsque Annette essaie de s'occuper d'un des prêtres blessés, elle l'arrête car la magie noire de Yuriko affecte encore leur corps. Une fois à l'intérieur, elle aperçoit Wolf suspendu à l'autel et se précipite pour le sauver, mais Yuriko leur dit de ne pas interrompre sa conversation avec lui et invoque une armée de squelettes pour les occuper. Au début, Tama et Annette traversent facilement les squelettes et sont excités à l'idée de la puissance accrue qu'elles peuvent libérer grâce au nouvel équipement. Mais ensuite, Yuriko restaure l'armée de squelettes pour qu'ils continuent à se battre jusqu'à ce qu'elle soit épuisée. Quelques minutes plus tard, l'un des squelettes pousse Isha vers Yuriko. Elle lui demande alors pourquoi elle va aussi loin pour punir Wolf, alors qu'il a passé tant de temps à l'entraîner. À l'époque où Yuriko est apparue pour la première fois dans leur monde, Wolf s'est rapidement mis à lui donner des instructions.
mais sa nécromancie se limitait uniquement aux plantes. Alors il lui a dit d'essayer de mener une vie normale, et qu'elle n'était pas obligée de combattre le Seigneur Démon. Malgré cela, elle a décidé de continuer à s'entraîner, alors il a essayé de l'aider à vivre une vie normale tout en la guidant. Cependant, tout a changé le jour où sa petite sœur Ikari a elle aussi été isekaiée. Wolf a soudainement cessé de lui prêter attention et s'est entièrement consacrée à l'entraînement de Ikari, tandis qu'elle s'efforçait désespérément de regagner son attention. Un jour, elle a finalement maîtrisé la façon de faire vieillir les plantes grâce à ses pouvoirs, alors elle s'est précipitée à l'intérieur pour lui montrer, seulement pour l'entendre s'exclamer d'excitation en appelant Ikari le héros dont leur monde avait toujours eu besoin. À cet instant, ses véritables pouvoirs se sont éveillés et ont consumé Ikari, tandis que Wolf, submergé par la culpabilité, est resté à genoux en pleurant. Après la leçon d'histoire, Yuriko absorbe son armée de squelettes pour révéler le monstre de la mort qu'elle contrôle et leur annonce qu'elle a décidé d'accepter sa part d'ombre. Alors qu'elle s'apprête à tous les envoyer au paradis, Dazai fait irruption avec un nouveau monster truck en forme de cercueil et s'excuse de l'intrusion avant de dire à Yuriko qu'elle ressemble beaucoup à sa nouvelle amie. L'instant d'après, Melos amène la vieille dame qui s'avère être Ikari, la petite sœur qui avait été consumée par la rage de Yuriko. Alors qu'elles se regardent toutes les deux, stupéfaites, Dazai avoue qu'il a lui-même été choqué lorsque Ikari lui a raconté l'histoire de leur vie ensemble. Elles avaient une famille aimante tout à fait ordinaire, mais Ikari souffrait d'un système immunitaire affaibli depuis la naissance, ce qui la rendait toujours malade, tandis que Yuriko devait s'occuper d'elle et négligeait souvent ses propres besoins pour le faire. Alors que Ikari essaie d'expliquer plus en détail, Yuriko en a assez et lance son armée de squelettes contre Dazai, mais Tama et Annette interviennent rapidement pour le sauver. Lorsque Hikari tente de la raisonner, Yuriko finit par révéler la profonde haine qu'elle éprouve envers elle, car ce nouveau monde était censé être sa chance de vivre une vie normale. Alors qu'elle reproche à Hikari de lui avoir volé cette chance, Dazai s'approche et lui demande ce qu'elle désirait vraiment. Mais elle s'énerve et envoie le démon de la mort contre lui. En voyant cela, Wolf pousse Dazai pour le mettre hors de danger et reçoit une vilaine entaille qui fait vieillir la moitié de son corps. Mais il parvient tout de même à rester conscient, juste pour s'excuser de ne pas avoir prêté attention à ses sentiments. À ce moment-là, Dazai lui dit de se taire et d'arrêter d'essayer de récolter de l'aura pour qu'il puisse se concentrer. Il s'avance alors vers Yuriko, qui envoie davantage de squelettes pour l'attaquer. Cette fois, il encaisse le coup et parvient enfin à réduire la distance entre eux avant de lui demander à nouveau ce qu'elle veut vraiment. Le jour où elle a été isekaiée, Ikari était malade comme toujours et leur père était tellement obsédé par sa santé qu'il n'a même pas réalisé que c'était le jour de la remise de diplôme de Yuriko. Après des heures à veiller sur Hikari comme d'habitude, Yuriko a décidé d'aller célébrer toute seule puisque leur père n'était toujours pas rentré du travail. Mais lorsqu'elle est finalement rentrée et a appris que la santé de Hikari s'était soudainement dégradée pendant son absence, leur père lui a donné une gifle en plein visage et l'a traitée d'égoïste parce qu'elle ne pensait qu'à elle. Cette dernière goutte a brisé son âme, alors elle a quitté la maison cette nuit-là et s'est retrouvée sur la liste des victimes de Truck-kun. Après avoir raconté cette histoire, Yuriko tombe soudainement à genoux en larmes et avoue qu'elle est toujours la même grande sœur jalouse qu'elle était il y a des années. Mais Dazai lui relève le visage et lui dit qu'il n'y a rien de mal à vouloir être vu. À ce moment-là, Ikari se précipite pour la serrer dans ses bras, alors Dazai demande si elle sait seulement pourquoi Ikari a elle aussi été isekaiée. Quelques semaines après avoir quitté la maison, Ikari est elle aussi tombée en dépression, car Yuriko était la seule source constante de force dans sa vie. Elle est donc partie à son tour et a immédiatement eu droit à une visite de Truck-kun dès qu'elle est arrivée au temple et qu'elle a entendu parler de sa nouvelle destinée. Elle a pris Wolf à part et lui a demandé de se concentrer sur son entraînement à elle, afin que Yuriko puisse enfin vivre une vie normale. Alors que les deux sœurs réalisent à quel point elles ont toujours tenu l'une à l'autre, Dazai active ses pouvoirs et les utilise pour inverser les effets de ses capacités avant de les renvoyer dans le monde normal. Dès que le portail se referme, les hommes de Doran chassent le reste de l'armée démoniaque et se réjouissent d'une nouvelle victoire. Mais Doran leur dit d'attendre le retour de Wolf avec les autres. De retour dans le temple, il se réjouit lui aussi de rentrer, mais après que Tama se soit moqué de lui pour avoir été totalement inutile pendant la bataille, Dazai leur dit de s'attendre à un autre combat. C'est alors que Sengoku fait irruption par le toit et promet de mettre fin à leur jeu. Wolf leur dit alors à tous de reculer pour qu'ils puissent enfin se mettre en valeur. Mais après avoir lancé sa puissante attaque, Sengoku l'écarte d'un geste désinvolte et affirme que rien ne peut pénétrer sa combinaison. En entendant cela, Tora essaie d'utiliser ses pouvoirs, mais une barrière puissante le met à terre. Tama fonce alors pour utiliser la même technique qui a vaincu Kaibara. Une fois de plus, Sengoku bloque l'attaque, mais il invoque ensuite son épée pour couper Tama en deux. Cependant, alors qu'il tente d'attaquer, Nier se précipite pour bloquer le coup et brise complètement l'épée de Sengoku. Cela surprend le héros supposément invincible, mais il reconnaît l'épée et dit à Nier de travailler ses compétences avant de partir. Quelques heures plus tard, Doran lance un nouveau festin de célébration. Mais alors qu'ils se goinfrent tous, Sakshan entre lentement dans la ville. Au même moment, Dazai emmène Melos retrouver sa bien-aimée.
Mais après lui avoir fait sa déclaration avec un magnifique bouquet de fleurs, elle le rejette brutalement. Dazai l'emmène alors faire une promenade et lui explique la nature cruelle des relations amoureuses, jusqu'à ce que Sak-chan passe juste devant lui. Après s'être assuré qu'elle est bien réveillée, il l'interpelle et se précipite pour lui expliquer qu'il a passé tout ce temps à la chercher, avant de lui demander si elle est prête à sauter avec lui. Il l'emmène alors près d'une fenêtre, tout excité à l'idée de réaliser enfin ensemble leur dernier vœu. Mais elle se dégage soudainement de lui et lui dit qu'il est différent de la nuit où ils ont essayé de sauter dans la rivière. Il affirme aussitôt que rien n'a changé dans son désir de passer dans le monde des esprits avec elle, mais elle insiste sur le fait qu'il semble plus vivant que jamais. C'est alors que Nier et les filles arrivent, et lorsqu'il lui demande ce qu'il a fait, Sak-chan répond qu'il a définitivement trouvé quelque chose de mieux que la mort avant de s'éloigner. Il essaie rapidement de l'arrêter à nouveau, mais elle disparaît pratiquement. Il reste donc là, regardant sous le choc, tandis qu'Anata réalise qu'elle est la fille qu'il cherchait depuis tout ce temps. Le lendemain, ils vont tous rendre visite à Rodo, le forgeron qui a créé leur nouvel équipement. Et après l'avoir remercié, il essaie de prendre des nouvelles de Dazai, mais celui-ci commence soudainement à avaler tous les comprimés de sa boîte jusqu'à ce que son corps atteigne sa limite. Pendant qu'il continue ses ajustements, Nier demande à Rodo des informations sur l'épée et apprend qu'elle possède une capacité spéciale que l'on croyait autrefois perdue. À ce moment-là, Dazai démarre son camion cercueil et s'enfuit avec, dans l'espoir que cela mettra enfin fin à sa douleur, alors ils se précipitent tous dehors pour le sauver. De retour au palais du roi démon, Son Goku explique ce qui s'est passé aux serveurs de la maison avant que Sak-chan ne revienne de bonne humeur et ne leur annonce avec enthousiasme que Dazai a le pouvoir de changer le monde. Alors qu'ils s'assoient tous pour discuter des prochaines étapes de leur plan, Nier et les filles se retrouvent dans une nouvelle ville et se sentent frustrés car ils n'ont aucune idée de la direction à prendre. Heureusement, un homme du coin arrive et explique qu'il se trouve dans la dernière ville que le plus grand héros de leur monde a traversé en allant vaincre l'ancien roi démon. Il leur montre également la statue dudit héros en train de vaincre Godzilla. Mais lorsque Tama demande pourquoi on dirait que c'est lui qui se fait battre, il explique qu'un fou dans un cercueil propulsé par un V8 l'a abîmé en fonçant dans le tunnel juste devant eux. En réalisant qu'il s'agit de Dazai, ils essaient aussi d'entrer, mais il les arrête et dit que Dazai finira bien par ressortir, car le tunnel mène à une forêt interdite où réside la reine des fées. La seule personne dont on dit qu'elle y soit entrée est le plus grand héros, et il n'a réussi cela qu'en survivant aux 3 épreuves du tunnel. Alors qu'ils sont convaincus que Dazai est trop brisé et délirant pour affronter la moindre épreuve, il traverse les 3 sans même s'en rendre compte et se fait aspirer dans un portail qui le fait atterrir sur les énormes seins de la reine Obéris. Dès qu'elle se présente, 2 fées apparaissent et lui ordonnent de montrer son respect en descendant de ses melons. Mais il les ignore pour ramasser ses pilules. Solulu tente immédiatement de l'attaquer, mais Obéris lui dit d'attendre et demande à Dazai de choisir entre le pouvoir ultime et la confiance en ses compagnons. Lorsqu'il refuse les 2 options et demande qu'on abrège ses souffrances, Solulu perd complètement son sang-froid, tandis qu'Elulu dit rapidement à Obéris qu'ils ont peut-être fait une erreur en le laissant entrer dans la forêt. Malgré cela, Obéris reste convaincu qu'il y a quelque chose de spécial chez lui, car Esh n'accorderait pas ses bénédictions à n'importe quel homme. Elle lui demande alors comment Esh l'a béni, alors il explique qu'il dispose d'une réserve infinie de pilules et s'énerve d'être toujours sollicité pour sauver leur monde alors que tout ce qu'il a jamais voulu, c'était connaître la douce délivrance de la mort avec Sak-chan. En entendant tout cela, les filles disent à Obéris de le renvoyer car il est clairement inutile. Mais elle refuse et décide de le bénir elle aussi. Après avoir saisi son ruban et ressenti à quel point Sak-chan compte pour lui, elle lui assure qu'ils se reverront et lui donne un sifflet de fée spécial à utiliser chaque fois qu'il aura besoin d'aide. Sur ce, elle lui souhaite bonne chance pour son voyage et le renvoie auprès de Nier et des filles. Alors qu'ils se précipitent tous pour lui demander où il était, l'homme du village se met en colère parce qu'il a encore détruit la statue. Il souffle donc dans le sifflet et invoque Solulu, qui s'effondre en réalisant que c'est à elle de répondre à chaque fois qu'il l'appelle. Après qu'Obéris et qu'Elulu lui aient dit de rester avec lui quoi qu'il arrive, elle continue de se plaindre pendant qu'il part avec Nier et les filles. Pendant ce temps, Isha demande à Wolf pourquoi il n'a pas essayé de présenter Dazai au pape. Il répond qu'ils finiront forcément par se rencontrer, car Dazai a encore beaucoup de travail à faire. Est-ce que Sak-chan finira par accepter de s'auto-kill avec Dazai, ou était-ce juste un coup monté pour lui faire plaisir ? Commentez partie 2 pour le découvrir, et n'oubliez pas d'activer les notifications après vous être abonné pour ne jamais manquer aucune de nos vidéos.